Mesdames et messieurs, chers collègues et amis, je vais commencer mon intervention liminaire en essayant de vous demander de faire un effort d'imagination. Nous sommes donc à l'été 1940 et le processus d'annexion de la Lituanie à l'URSS est en passe d'aboutir. À Moscou, Andrei Vyshinsky a ce bref échange avec Vinkas Krėvė-Michkevičius, président du Conseil des ministres de Lituanie, qui avait vainement et très candidement demandé à Molotov que son pays, la Lituanie, puisse conserver des attributs de la souveraineté. Par exemple, sa monnaie, ses frontières douanières, son armée et son administration. Vyshinsky rappela à son interlocuteur les raisons de ce refus. Les nazis avaient l'intention de diviser le pays en proposant un plan de partage de la Lituanie entre l'URSS et l'Allemagne. Et Vyshinsky conclut: seule une complète annexion à l'URSS permettra de préserver l'unité territoriale du pays. Krėvė-Michkevičius expliqua alors craindre que la Lituanie intégrée à l'Union soviétique ne perde son identité et sa singularité nationale, nationalinis savitumas, et que les Lituaniens fussent russifiés, surusinti. Et Vyshinsky de répondre, et là je le cite: en ce qui concerne ces craintes, force est de constater qu'elles ne reposent sur aucun argument sérieux. Car l'expérience des peuples de l'Union soviétique montre que de 1918 à 1940, c'est-à-dire pendant 22 ans, pas une seule nation de l'Union soviétique n'a connu la russification. Elles développent librement leur culture nationale, interagissent librement avec les autres peuples soviétiques. Aussi, conclut-il, le peuple lituanien connaîtra les mêmes opportunités. Bien que cette déclaration fût précédée, comme je l'ai rappelé, de menaces et d'intimidations, et en dépit du cynisme et de la brutalité du propos, l'Union soviétique venant tout juste d'annexer 23 millions de non-russes à son territoire sous la menace au moyen d'ultimatums et d'élections truquées, Vyshinsky se prévaut ici d'une expérience soviétique originale. Elle est fondée sur la reconnaissance de la diversité nationale de l'URSS, modèle qui se présente comme intégrateur et égalitaire, organisé selon le principe de la fédération, un modèle alternatif à celui des États-nations qui avait été associé depuis la Première Guerre mondiale à des guerres et à des massacres. Bien entendu, ce modèle cachait la dimension proprement impériale et impérialiste de la gouvernance de l'URSS, sur laquelle notre journée d'études se propose de revenir et que les travaux de Mémorial ont largement contribué à révéler et à faire connaître. À l'heure où se joue une terrible guerre en Ukraine, où l'envahisseur russe contrôle 1/5 du territoire ukrainien, ce passé impérial et la question de son héritage a une résidence significative, et c'est sur ce passé que nous allons nous pencher aujourd'hui. Le premier et unique recensement de l'Empire de Russie en 1897 comptabilisa 194 peuples. Il reflétait l'extraordinaire diversité culturelle, linguistique, religieuse d'un empire continent dominant un immense espace depuis les confins polonais jusqu'à l'océan Pacifique, la Finlande et le Grand Nord jusqu'aux frontières de l'Afghanistan et de la Chine. On y comptait plus de musulmans que dans l'Empire ottoman voisin, et la direction du pays constatait à la faveur de ce recensement que les Russes n'étaient pas majoritaires en leur empire, à moins d'agréger en un seul peuple, grands Russes, c'est-à-dire les Russes, petits Russes, c'est-à-dire les Ukrainiens, et Bélarusses. Contesté par les révoltes et révolutions qui commencèrent souvent dans les périphéries, le pouvoir autocratique entreprit une politique de promotion de la culture et de ce qu'il appelait lui-même l'élément russe. Par exemple, par l'envoi de paysans orthodoxes coloniser les terres orientales récemment acquises en Asie centrale, ou quand l'apprentissage du russe dans les écoles fut favorisé alors que certaines langues nationales, comme la langue ukrainienne, étaient censurées. Le centre politique se heurtait pourtant à des mouvements qualifiés de nationalistes, en quête d'égalité et de liberté politique, aspirant à un changement de régime et à la reconnaissance de leurs droits culturels et politiques. Ils demandaient une large autonomie régionale, certains luttant plus ouvertement pour leur indépendance. Les bolcheviks prirent le pouvoir par la force et à la faveur de circonstances dramatiques dans une Russie exsangue, mais ils surent se prévaloir d'un point de vue qui les distinguait des élites pro-impériales ou libérales. Ils avaient reconnu, Lénine et Staline à leur tête, le caractère révolutionnaire et le potentiel libérateur des exigences des minorités nationales et firent des élites grands russes
un de leurs premiers ennemis. Bien qu'ayant perdu les régions polonaises, finnoises et baltes, les bolcheviks entreprirent la reconquête du territoire de l'ex-empire. Cette reconquête fut rendue possible grâce à un mélange d'affrontements armés, d'intimidation contre les États autoproclamés souverains, qu'ils qualifièrent de bourgeois nationalistes, mais aussi avec l'aide d'alliances avec des leaders nationaux. Et ils élaborèrent ensemble un programme promettant la reconnaissance des nations selon le droit à l'autodétermination des peuples et le développement libre des cultures nationales et linguistiques. Pour ce faire, la vaste opération d'enregistrement des personnes en fonction de leur nationalité et de cartographie de la composition ethnique des territoires fut prolongée et accélérée. Et l'Union soviétique se présenta comme une fédération quand elle fut proclamée en 1922, regroupant républiques fédérées et régions autonomes nationales. Les frontières entre ces républiques fédérales, entre ces régions autonomes, devaient correspondre à la composition ethnique des territoires. Les grandes minorités étaient territorialisées, institutionnalisées, et les minorités elles-mêmes à différentes échelles, depuis la région, le district et parfois le village, étaient aussi singularisées par leur composition nationale. On trouvait des districts ou des villages polonais, finnois, des shtetls juifs, dans les confins occidentaux des pays et qui recevaient leurs soviets à coloration nationale. Sur le terrain, le dessin des frontières internes à l'URSS fit l'objet de négociations et à l'échelle des républiques, il devait permettre aussi de constituer des unités économiquement viables sous la forme des petits États-nations. Ainsi, l'ethnophilie des années 30 aboutit à une multiplication de projets mettant en avant les identités nationales, consolidant, voire créant des cultures nationales par le biais de formalisation linguistique, de développement d'une littérature dans les langues locales et de construction des enseignements dans ces mêmes langues. Les soviétiques mirent en place un programme de promotion des nouvelles élites, prolétaires certes, mais aussi nationales, dont l'objectif déclaré était de faire des anciens exploités par le chauvinisme grand russe les nouveaux maîtres du nouvel État. La politique d'indigénisation, de promotion des personnels et des cadres in situ fut aussi qualifiée de politique d'affirmation positive qui permettait et qui assurait la préférence d'acteurs dirigeants nationaux et non de Russes. Elle fut mise en place avec vigueur dans les années 20 à quelques exceptions près, comme celle des organes de sécurité. L'impératif était aussi de trouver dans les républiques ou les régions nationales des élites éduquées capables d'administrer à la soviétique. Cette politique de promotion de cadres nationaux fut accompagnée de celle des cultures nationales selon un processus d'invention, de réinvention de traditions enseignées dans les écoles dans les langues locales. Des programmes de stabilisation des alphabets et des écritures de plus de 100 langues, d'inventaire des patrimoines nationaux, d'entreprise d'écriture de l'histoire nationale fut initiée afin d'asseoir de nouvelles traditions nationales. Ce fut par exemple le cas en Bessarabie orientale, l'actuelle Transnistrie, où fut créée une région autonome de Moldavie, édifiée pour construire une identité moldave qui serait distincte de la Roumanie voisine, de la grande Roumanie voisine. Ces mesures semblent exceptionnelles sur le papier, et elles furent très diversement appliquées sur le terrain dans un pays pauvre et très instable. Surtout, ces mesures ne firent qu'accompagner, par là même contrôler et surveiller des mouvements culturels et politiques déjà largement engagés par les élites nationales. Ce fut donc de cet héritage culturel que Wyszynski, que je citais en introduction, se prévalut dans sa réponse à Kreve-Mickiewicz. Notre conférence permettra de revenir d'abord sur tout ce que Wyszynski a omis de mentionner et que Kreve-Mickiewicz connaissait certainement. Et je ne parle pas simplement de l'imposition du russe comme matière obligatoire dans les écoles en 1938, mais des terribles répressions dont firent l'objet les non-russes et certaines nationalités pendant l'ensemble de la période soviétique, mesure qu'on peut qualifier de véritable xénophobie d'État à partir des années 30. Au fond, la politique de reconnaissance des appartenances nationales se retourna contre ceux qui en avaient été les bénéficiaires et qui désormais furent considérés pour certains comme membres de nationalités collectivement déloyales, suspectes ou ennemies. Dans un monde où les identités étaient encore fluides, la multiplication des enquêtes statistiques puis des enregistrements dans les papiers d'identité d'une nationalité unique, elle devient le 5e point du passeport interne à l'URSS, se retourna souvent contre leurs porteurs.
Pour le dire plus rapidement, l'ethnophilie fit place à une xénophobie d'État sur laquelle nous revenons ici pendant cette conférence. Et je serai plus rapide. À partir du début des années 30, en effet, aux discriminations, surveillances et purges qui étaient fondées essentiellement sur l'appartenance de classe des citoyens soviétiques se mêlèrent puis devinrent prédominantes les discriminations et purges fondées sur l'origine nationale des citoyens. La police politique, le NKVD, produisit une liste des nationalités des ennemis dès 1934. Mais ce furent d'abord dans les zones frontalières que s'exerça la répression. La force des liens ethniques de part et d'autre des frontières nationales avait permis aux bolcheviks d'envisager une expansion de l'influence soviétique dans les États frontaliers, selon le modèle du Piémont, région à partir de laquelle s'engagea le processus d'unification de l'Italie. C'est cet exemple qui fut mobilisé par les bolcheviks pour expliquer la création d'une petite région moldave dont nous avons déjà parlé. Mais au tournant des années 30, à l'inverse, ces liens furent perçus par Moscou comme un facteur de risque, les États frontaliers pouvant eux aussi instrumentaliser ces liens transfrontaliers et alimenter ainsi des projets irrédentistes. En 1932, le nettoyage ethnique des frontières occidentales commença, visant les nationalités transfrontalières, qualifiées encore de nationalités diasporiques, à l'instar, et je commence avec les chiffres, 457 000 Polonais et Allemands qui furent déportés hors de la zone frontalière d'Ukraine. Ces opérations avaient pour objectif de nettoyer les régions frontalières. Elles visèrent Iraniens et Kurdes dans les confins de l'Iran et de l'Afghanistan, mais aussi les grandes capitales et leurs éléments suspects. Elles furent mises à jour et étudiées par Mémorial, et tout particulièrement grâce aux travaux d'Alexandre Gourianov, qui nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, et je le remercie. Les premières victimes d'une déportation de masse furent les 170 000 Coréens déportés en 1937 et accusés d'espionnage au profit du Japon. Et je cite, « Opération nationale de la Grande Terreur de 1937-1938, sur lequel nous reviendrons lors de notre première table ronde, visèrent Allemands et Polonais, Finnois, Lettons, Lituaniens, Grecs, Estoniens, Afghans, Bulgares de Macédoine et Russes de Mandchourie. Ils firent 335 000 victimes, dont 247 000 furent condamnées à mort. Et la liste des nationalités suspectes, des nationalités ennemies, ne fit que s'enrichir. Arméniens, Juifs, Iraniens, Kurdes, Tatars de Crimée, Tchétchènes, Ingouches, Ossètes, Tatars Meshkets, Kalmouks, Afghans, pour n'en citer que quelques-unes. Les étapes de cette répression sont donc connues. Mesures systématiques de répression visant les élites nationales, qualifiées de bourgeois nationalistes dès les années 20, continuent sur l'ensemble de la période. Politique de réquisition et de collectivisation visant des paysans récalcitrants et aboutissant à une terrible famine au cours de laquelle moururent 4 millions d'Ukrainiens, considérés comme particulièrement réticents à la collectivisation, et disparurent un tiers de la population kazakh. Opération nationale de masse contre toute potentielle cinquième colonne, susceptible, dans le cadre d'un conflit majeur qu'il se préparait, de passer à l'ennemi. Opération donc sur laquelle reviendront Roman Podkour et Alexandre Gourianov. Ces différentes offensives à l'encontre des peuples, toujours plus violentes dans le cours des années 30, formèrent, pendant la guerre et dans l'immédiate après-guerre, une politique de terreur systématique et de destruction des identités nationales, des dites nationalités ennemies. Punies en totalité, car susceptibles de constituer des cinquièmes colonnes, comme je l'ai dit dans le conflit avec l'Allemagne, ou collectivement accusés de trahison et de collaboration avec l'ennemi, les répressions aboutirent à la déportation de 950 000 Allemands de la Volga, déportés en moins d'un mois, mais aussi les Finnois, les Ingouches, les Tchétchènes, dont nous parlera aujourd'hui Lina Tsmirova, et sans compter Tatars de Crimée, Kalmouks, Karantchaï, qui furent également déportés, alors que le nettoyage ethnique des frontières continue. Or, ces déportations et assassinats, ces transferts de population prirent la forme d'échanges de population. Des Volksdeutsch, des Allemands des périphéries occidentales, dès 1939-1940, et notamment aussi, et je ne citerai qu'un exemple, étudié par Catherine Gousseff, 2 millions de personnes dans le cas des Polonais et des Ukrainiens de 1940 à 1944-1947. Les déportations nationales concernèrent aussi les élites des provinces annexées en 1940, puis en 1944, comme la Lituanie avec laquelle j'avais commencé cette présentation, 200 000 déportés en Lituanie, ou encore l'Ukraine occidentale, 300 000, la Bessarabie, l'Estonie, la Lettonie. À la mort de Staline,
la composition ethnique de l'URSS a complètement été bouleversée et les morts se comptent par centaines de milliers, par millions. Ainsi, alors que les déportés nationaux peuplent les régions sibériennes ou le Kazakhstan. Cette énumération fastidieuse, terrible et du reste incomplète ne vise qu'à démontrer la centralité et l'importance de cette question des répressions nationales et qu'à inviter à continuer nos travaux, à les multiplier sur cet enjeu majeur de mémoire et d'histoire dans notre compréhension de l'histoire du monde au XXe siècle. L'histoire de la relation entre l'URSS et les nations n'a été ici donc qu'esquissée dans l'intention et dans les renversements de cette intention du point de vue de Moscou, du centre. Mais nous entendrons aussi aujourd'hui les voix de ceux qui subirent cette politique et qui s'opposèrent au régime soviétique, parfois l'arme à la main. Nous réfléchirons aussi aux enjeux de mémoire de cette histoire en Russie, avec Alexandra Polivanova, mais aussi en Ukraine, grâce à la présence d'Olena Styachkina. Nous envisageons enfin, dans notre ultime table ronde, l'influence du discours politique et son potentiel révisionniste dans les autres parties du monde, en nous appuyant sur l'exemple de l'Asie et de l'Afrique. Ce discours d'émancipation des peuples, de dénonciation du colonialisme occidental, de rééquilibrage des relations internationales ne servit qu'à masquer les ambitions de conquête et d'influence de Moscou. En conclusion, je voudrais très rapidement rendre hommage une fois encore à l'action de Mémorial et remercier aussi les très nombreux participants, et en particulier ceux qui sont venus d'Ukraine à cette conférence dont l'objectif est d'éclairer les enjeux du présent terrible à la lumière du lourd passif et du lourd passé impérial russe. Je vous remercie.